Avec nous, Hamzat Boukari Yabara, historien et docteur à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous avons évoqué la semaine dernière les racines historiques du panafricanisme. Aujourd'hui, nous parlons des grands panafricains. Alors Hamzat Boukari Yabara, les auditeurs connaissent les grands panafricains que sont Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et d'autres. Mais il faut savoir qu'il y a eu entre le 19e et début du 20e siècle, et même aussi avant, des intellectuels, des penseurs qui ont largement diffusé la pensée panafricaine. Il y en a eu plusieurs venant du continent africain. Alors la semaine dernière, vous avez cité plusieurs noms. Alors parmi eux, il y a Edward Wilmot Blyden. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, Edward Wilmot Blyden, né en 1832 dans les Antilles danoises, souvent présenté comme le grand-père du panafricanisme, donc un peu oublié effectivement dans cette histoire, qui va être élevé notamment au Venezuela et qui à l'âge de 18 ans va tenter de s'inscrire en faculté de théologie à l'université Rutgers dans le New Jersey, puis il va être recalé pour des motifs racistes. Et donc ça va l'amener en fait à décider de s'installer en Afrique. Donc il va partir pour le Libéria, puis ensuite la Sierra Leone. Et c'est très important de souligner que bien souvent le retour en Afrique est lié aussi à un rejet. C'est une réponse au racisme qui est subi aux États-Unis. Et donc Blyden, durant tout le reste de sa vie, va militer pour le retour des Afro-Américains et de la diaspora en général sur le continent africain et tenter de mettre en place des institutions permettant de faciliter ce retour de la diaspora africaine sur le continent, notamment des institutions éducatives. Donc, il va créer un certain nombre de collèges, comme on dit, les premières écoles secondaires et même universitaires africaines, incluant, je dirais, une forme d'éducation occidentale, et en même temps tenter d'y insérer des éléments endogènes, c'est-à-dire propres à l'identité et à la culture et à l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est un personnage particulièrement hybride, particulièrement complexe, qui va jouer des rôles de diplomate pour le compte du Royaume-Uni, mais également un petit peu des États-Unis, et qui va constamment faire des allers-retours entre l'Afrique, les États-Unis, dans une seconde moitié du 19e siècle, où il dialogue avec d'autres figures comme Frédéric Douglass, comme Martin Delany, qui hésitent tous entre eux, est-ce qu'on reste aux États-Unis ou est-ce qu'on retourne en Afrique ? Et donc la position de Blyden, c'était il faut retourner en Afrique, y compris notamment dans le contexte post-esclavagiste, mais également dans le contexte de colonisation de l'Afrique par les puissances occidentales. Alors, qui sont les personnes qui assistent aux cours dans ces collèges que vous venez d'évoquer et qui ont été lancés donc par Edward Wilmot Blyden ? Alors, ce sont souvent des intellectuels, des lettrés ouest-africains, souvent déjà habitués au débat. Il faut savoir que les premiers journaux de l'époque en Afrique de l'Ouest datent également de cette époque-là, donc milieu du 19e siècle, et qu'il y a toute une presse ouest-africaine qui circule déjà à cette époque-là. Et donc, une partie de cette presse-là donc, va produire donc, des intellectuels, des philosophes, des journalistes, des personnes comme Africanus Horton, comme John Sarba Mansa, qui vont réfléchir, donc des Africains qui vont réfléchir dès cette époque-là sur ce que Blyden va théoriser comme étant la personnalité africaine. C'est-à-dire comment, dans ce monde qui se définit en termes de civilisation, comment définir la personnalité africaine ? Qu'est-ce que c'est qu'être africain ? Et en quoi cette identité africaine est une identité forcément hybride ? Il plaidait pour le retour des Afro-Américains libres en Afrique, mais était favorable à la colonisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? Il y a évidemment un paradoxe. Je pense que c'est l'un des paradoxes les plus importants. C'est-à-dire que très souvent, la question de l'abolition de l'esclavage ou du retour en Afrique est liée aussi à des processus de colonisation. Alors, il faut bien comprendre que la colonisation, c'est s'emparer de la terre de personnes, d'autres personnes. Oui. Dans cette vision-là, il y a une vision évidemment économique, puisque la position de Blyden, c'était de dire qu'il fallait que les Noirs qui avaient des talents, des compétences formées aux États-Unis, viennent mettre ces compétences sur le continent africain, notamment dans la riziculture, dans la culture du coton, en estimant que les conditions climatiques dans cette région, on va dire la Sénégambie ou l'Afrique de l'Ouest de manière générale,
était beaucoup plus intéressante et permettait, à travers donc une colonisation économique, eh bien, de libérer le continent africain et de l'esclavage et de la colonisation. Donc la colonisation, entre guillemets, dont il parle, c'est vraiment la colonisation dans le sens libéral, dans le sens purement économique. Sur le plan culturel, Blyden défendait l'idée qu'il fallait au contraire se recentrer vers les valeurs africaines, vers l'histoire de l'Afrique. Et donc il va beaucoup s'intéresser à l'Égypte notamment, mais également tenir compte de la présence en Afrique de l'Ouest de ce qu'on appelait à l'époque les djihad, c'est-à-dire la présence de l'islam, et penser mais justement un modèle hybride entre ces différentes strates identitaires. Et une personne comme Nkrumah, beaucoup plus tard, fera un peu la synthèse de tout cela en parlant du consciencisme, c'est-à-dire l'idée que cette personnalité africaine repose de manière fondamentale sur une identité, une culture négro-africaine, mais sur cette culture se superposent des strates arabo-musulmanes et euro-chrétiennes sur lesquelles il faut tenir compte pour repenser précisément la modernité africaine. Donc Blyden était un peu un être particulièrement hybride, mais en même temps extrêmement complexe et intéressant. En parlant de paradoxe, comment peut-on être panafricain, panafricaniste et en même temps favorable à la colonisation ? Alors, je dirais que c'est pas tellement favorable à la colonisation en tant que telle, c'est favorable au retour sur le continent africain de la diaspora. Et dans le contexte de Blyden, il s'agissait de mettre en avant suffisamment de motifs pour amener les Noirs américains à se réinstaller en Afrique. Et l'un de ces motifs, c'était de dire, mais regardez, tous les Européens courent pour prendre l'Afrique et vous préférez rester finalement aux États-Unis, alors que tout se joue en Afrique, toutes les richesses du monde sont en Afrique. Et c'est un peu un discours que l'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller, toutes les puissances veulent aller en Afrique, mais la diaspora africaine, elle se pose la question de est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on reste. Et donc Blyden était aussi dans une logique de propagande qui l'a amené peut-être effectivement à grossir certains traits sur la question coloniale. Mais il n'y avait pas de soutien en tant que tel aux entreprises coloniales. C'était vraiment dans l'idée que les Noirs américains devaient retourner sur le continent africain dans ce cadre-là. Il était très critiqué par une partie des intellectuels africains qui lui reprochaient notamment ses positions sur la colonisation. Alors, critiqué, oui, alors pas nécessairement sur cet aspect-là. Je pense que Blyden a eu aussi une vie privée très mouvementée, très problématique, qui lui a valu de devoir fuir plusieurs fois le Libéria et la Sierra Leone pour notamment des problématiques en lien avec les dirigeants de ces territoires-là. Donc il y a aussi, je dirais, une autre face des critiques sur laquelle il faudrait s'étendre. Néanmoins, Blyden a quand même légué un héritage conséquent en termes de savoir, en termes de pédagogie, en termes de méthodologie, et en termes également de pensée philosophique africaine. Et quelle influence a-t-il eu notamment sur le continent africain ? Est-ce qu'il va influencer, par exemple, plusieurs futurs dirigeants africains, et notamment des élites, ou son influence restait-elle uniquement centrée sur les élites ? Alors, il y a une influence évidemment sur les élites ouest-africaines notamment. Il dialoguait aussi beaucoup avec des milieux religieux noirs américains présents en Afrique australe. Il a eu un rôle aussi très important donc dans dans la formation de groupes sociaux, notamment les Kriols et les Saros, qui sont des communautés créoles présentes en Afrique de l'Ouest, et également un rôle assez important dans la manière dont des petites fortunes vont se créer en Afrique de l'Ouest, puisque encore une fois, lui, sa position était de voir la question de la colonisation sous un angle purement économique et non culturel. Et donc pour lui, il était important que se forme, je dirais, une petite bourgeoisie africaine, généralement effectivement christianisée, occidentalisée, mais qui soit en mesure de soutenir un projet politique pour un État moderne. Donc il y avait aussi une conception de l'État qui était présent. Il y avait le projet d'une université ouest-africaine qui était déjà présent dans sa philosophie, et puis surtout le projet d'une nationalité ouest-africaine. C'est-à-dire que Blyden disait qu'il ne fallait pas considérer les Wolofs, les Peuls, les Mandingues comme des ethnies, comme le faisaient les Européens de manière très raciste et colonialiste, mais comme de véritables nations. Et donc, du coup, il est vraiment au fondement d'une autre conception
de l'État-nation marché ouest-africain. Et avec nous, Hamzat Boukari Yabara, historien et docteur à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous avons parlé des racines historiques du panafricanisme et là nous abordons donc les grands panafricains qui ont existé. Nous avons commencé hier à parler de ces intellectuels afro-américains qui ont beaucoup influencé et qui ont beaucoup contribué au développement de la pensée panafricaine. Autre figure intellectuelle majeure de cette période américaine également, William Edward Burghardt Du Bois, désolé pour la prononciation, sociologue, historien, militant pour les droits civiques, militant panafricain, éditorialiste et écrivain. Hamzat Boukari Yabara, vous dites dans le livre qu'il incarnera pendant plus d'un demi-siècle le courant officiel du panafricanisme. Oui, tout à fait. Du Bois a vécu 95 ans. Il est né en 1868. Il meurt en 1963 à Accra, la veille de la grande marche pour les droits civiques qui avait été menée donc par Martin Luther King notamment. Donc c'est quelqu'un qui a une très longue vie, qui est assez compliquée à résumer en un seul mot, parce qu'elle suit, je dirais, plusieurs étapes. Il y a une première période où il est plutôt, on va dire, sur des lignes intégrationnistes, c'est-à-dire qu'il naît lui-même dans le Massachusetts, dans un milieu plutôt blanc. Il suit des études à l'université Harvard. Il est le premier noir docteur en histoire de l'université Harvard, tout en ayant suivi des cours en Allemagne. Notamment des cours de sociologie auprès de Gustav Schmoller et de Max Weber. Et en 1895, il commence également à produire des essais ou des analyses politiques qui vont l'amener à débattre avec d'autres figures de l'époque. La première étant Booker T. Washington, qui était un autre militant noir américain qui lui privilégiait, on va dire, le travail manuel, le travail professionnel, alors que Du Bois va très rapidement s'inscrire dans une dimension d'intellectuel libéral. Et par la suite, il va également être la cheville ouvrière des conférences et congrès panafricains dont on avait parlé la semaine dernière. Donc c'est un personnage qui a à la fois une dimension nationale, puisqu'il va être membre fondateur de la National Association for the Advancement of Colored People, qui est la grande organisation de lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui va avoir une dimension panafricaniste en étant au cœur des congrès panafricains, et en même temps une dimension internationaliste, puisque dans les années 30, il devient marxiste, donc il va rencontrer Mao, il va s'intéresser à l'Inde, il va participer au mouvement pacifiste d'après la Seconde Guerre mondiale, et il finira notamment par être à un moment candidat pour le Parti communiste lors des élections sénatoriales de New York, ce qui lui vaudra après la Seconde Guerre mondiale, d'être visé par le macartisme et d'être interdit de sortie des États-Unis. Puis qu'on le laisse finalement sortir des États-Unis, c'est pour qu'il aille finir ses jours au Ghana en prenant la nationalité ghanéenne. Donc c'est vraiment un personnage qui a une très longue histoire, qui épouse 5 ou 6 histoires différentes du panafricanisme ou de la diaspora, et qui en même temps a une intense production intellectuelle, que ce soit Les âmes du peuple noir en 1903, qui est un classique de la littérature noire américaine, qui est un incontournable dans le programme scolaire américain, de Black Reconstruction dans le milieu des années 30, où il pose la question de comment l'Amérique s'est reconstruite au lendemain de la guerre civile et comment la ségrégation a structuré les relations économiques et sociales aux États-Unis, ou bien évidemment d'autres textes en lien avec les congrès panafricains. C'est vraiment la grande figure, je dirais, du panafricanisme, mais le fait qu'il ait eu d'autres engagements fait qu'il est un peu minoré dans cette histoire du panafricanisme, là au profit notamment de son rival Marcus Garvey. À la fin de la Première Guerre mondiale, Du Bois rédige avec d'autres personnes un mémorandum qui plaide en faveur d'un État noir en Afrique centrale. Pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, Du Bois estimait que les Africains et les Afro-Américains avaient suffisamment de compétences intellectuelles et politiques pour gérer eux-mêmes un territoire propre à eux. Et pour régler notamment la question noire, il proposait l'établissement en Afrique centrale d'un territoire, donc en gros au niveau du Congo, d'un territoire qui serait géré par les Africains selon leurs propres règles et qui pourrait être éventuellement sous la tutelle de la Société des Nations.
Donc c'est une position qui bien évidemment ne sera pas retenue. Je pense que beaucoup lui riront au nez, mais qui va notamment continuer à faire école par la suite. Alors on a évoqué son rôle dans l'organisation des congrès panafricains. On peut dire que c'était lui vraiment le fondateur, le père spirituel de ces congrès panafricains. C'est lui qui a vraiment pensé, réfléchi, conçu donc l'organisation de ces congrès. À partir de 1919, oui. C'est vraiment lui qui maintient cette dynamique. C'est lui qui est un peu au centre de l'attention et qui gère les différentes invitations en rivalité avec d'autres mouvements à l'époque. Et c'est également lui qui, en 1945, est un peu le doyen de ce 5e congrès panafricain, dans lequel il y a beaucoup plus de militants venus du continent africain, et notamment beaucoup plus jeunes, notamment Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta, qui va un peu, parrainer et qui va accompagner dans leurs différentes luttes politiques sur le continent africain. Donc c'est un peu le parrain, effectivement, du panafricanisme. Oui. Alors dans plusieurs congrès, il rencontre un certain Blaise Diagne, on en a parlé la semaine dernière, un homme politique français d'origine sénégalaise, et ils ne s'entendent pas du tout. Ils ne s'entendent pas du tout, effectivement. C'est deux visions du monde, deux visions totalement différentes. Blaise Diagne, c'est quelqu'un qui a totalement servi le système colonial. Il a été, c'est le premier noir élu député français, donc pour notamment les 4 communes du Sénégal, et qui va notamment prendre en main le recrutement des soldats noirs pendant la Première Guerre mondiale, donc les fameux tirailleurs sénégalais, et mettre aussi en place un certain nombre de lois très assimilationnistes à l'époque, alors que Du Bois était dans une position beaucoup plus libérale, dans l'idée qu'il faut au contraire donner plus de droits aux peuples africains, leur permettre de s'émanciper, de gérer le bien commun. Et on a notamment cette anecdote où lors d'un des congrès panafricains, Dubois parle justement du bien commun, et dans la traduction, Diagne entend le mot communisme. Et donc vous en parlez dans le livre, effectivement. Et donc ça crée vraiment un quiproquo. Et Diagne va constamment faire en sorte que le mouvement ou l'influence de Dubois ne prenne pas pied en France, et de même par rapport à Garvey, ce qui fait que beaucoup de militants panafricains français ou d'Afrique francophone vont sortir du cadre français et trouver des appuis donc directement aux États-Unis ou en Angleterre ou dans les colonies britanniques. Donc entre Diagne et Dubois, c'est vraiment 2 conceptions très différentes qui sont aussi un peu les vision du monde différente entre la France coloniale et l'impérialisme américain quelque part. Alors les détracteurs de Dubois disent qu'il est peu soucieux des classes populaires noires et que pour lui l'important était la formation d'une élite noire avant tout. Tout à fait, il a développé la théorie du talented tenth, disant qu'il faudrait que 10% des Noirs aux États-Unis atteignent un certain niveau social, un certain niveau économique, pour que ces 10%-là servent d'ascenseur pour élever le niveau de l'ensemble de la communauté noire. Alors, je vais pas dire que c'est un peu le ruissellement à l'envers, mais c'est vraiment l'idée qu'il faut une élite qui tire l'ensemble du groupe vers le haut et qui participe à la redistribution des biens et des ressources vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Et donc, c'est une ligne qui va souvent être utilisée par le pouvoir américain par la suite pour casser justement la radicalité des mouvements noirs. Donc, par exemple, le Black Power dans les années 60 va être cassé par le Black Capitalism. On va promouvoir une élite noire en leur donnant accès au marché, à la consommation, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose également qui est visible puisque les Noirs américains, s'ils étaient un État à l'échelle africaine, seraient l'État africain le plus riche du monde. Donc, on voit bien qu'il y a cette dimension élitiste d'un point de vue économique et politique que Dubois a promu dans le contexte de l'époque, qui aujourd'hui donne, je dirais, des inégalités assez problématiques. Mais cette approche de Dubois, elle est également liée à sa figure d'intellectuel, d'universitaire, qui a laissé aussi des institutions académiques très puissantes. Le centre de recherche d'études afro-américaines de Harvard porte son nom. Il y a beaucoup de bourses qui portent son nom. Et donc ça aussi, c'est un élément qui, je pense, est à mettre en avant. C'est vraiment quelqu'un qui a bâti des institutions qui étaient beaucoup plus tournées vers la formation ou la reproduction d'une élite noire nécessaire, absolument nécessaire pour mener la cause du panafricanisme et la cause pour les droits civiques.
L'histoire du panafricanisme à la lumière de l'actualité, nous en parlons avec notre invité Hamzat Boukari Yabara, historien, docteur à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous poursuivons donc notre découverte ou notre redécouverte des grands panafricains qui ont marqué l'histoire. Nous avons commencé cette série par plusieurs figures intellectuelles venant du continent américain. On reste, Hamzat Boukari Yabara, avec des personnages venant du continent américain, mais là avec une figure plus connue du grand public, celle de Marcus Garvey. Alors qui est Marcus Garvey ? Oui, Marcus Garvey, effectivement, c'est une grande figure, un leader jamaïcain, né en Jamaïque en 1887, qui va grandir dans la proximité donc de son oncle, un parrain qui va en fait l'introduire dans le milieu de l'imprimerie. Et au début des années 1910, il va notamment s'opposer, à des patrons qui voulaient briser une grève dans le secteur de l'imprimerie. Donc, il va être renvoyé de son emploi. Et tout en étant dans une dimension autodidacte, il va voyager dans toute l'Amérique centrale et la Caraïbe. Et il va être frappé en fait par la condition économique des Noirs partout où il passe. Il constate que ce sont les Noirs qui vivent dans les quartiers les plus malfamés, qui ont les emplois les plus difficiles, qui partout sont vraiment les plus exploités. Et il va donc créer un premier mouvement, donc l'UNIA en Jamaïque. Puis entre-temps, il va partir également en Angleterre, où il va se post-former au journalisme, toujours de manière autodidacte, avec un militant soudano-égyptien qui s'appelait Ducé Mohamed Ali, qui avait créé le premier grand journal panafricain, The African Times and Orient Review, dans lequel il y avait différents types d'influences qui circulaient. Il y avait des auteurs égyptiens, irlandais, noirs américains, etc. Donc Garvey va être un peu nourri à toute cette ambiance un peu nationaliste. Et donc en 1914, il revient en Jamaïque, il crée l'UNIA, qui est le mouvement qui va le faire connaître par la suite dans le monde entier. Oui. Et ce sera d'abord un premier échec, il part ensuite aux États-Unis, puis après aux États-Unis, ça prend vraiment une toute autre dimension, notamment dans le quartier noir de Harlem. Oui. C'est toute l'épopée de l'UNIA qui va faire de Marcus Garvey la figure la plus connue, l'homme noir le plus connu probablement de l'histoire du XXe siècle. Alors l'UNIA, pour nos auditeurs, c'est l'Association universelle pour l'amélioration de la condition noire, United Negro Improvement Association. Et la devise de cette association, c'était un Dieu, un but, une destinée. Et dans le livre, vous dites que c'est la première internationale noire. Oui, parce que c'est un mouvement de masse et un mouvement organisé. À la différence des personnages qu'on a pu voir, Garvey, bien qu'étant un individu, bien qu'étant beaucoup d'ego, s'inscrivait dans un mouvement collectif qui a drainé des millions et des millions de personnes et qui, à la différence de Du Bois, partait vraiment du bas, du peuple, de la base. C'est moins intellectuel aussi, c'est ce qu'on peut dire. Ce n'est pas diplômé, il est autodidacte, mais néanmoins, il a une maîtrise parfaite de la rhétorique. C'est un grand orateur, c'est un tribun, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de l'Afrique. C'est quelqu'un qui sait motiver les foules en faisant régulièrement des références à la Bible. Donc, c'est quelqu'un qui sait vraiment gérer un auditoire et qui est particulièrement charismatique. Et donc, cette première internationale noire qu'est l'UNIA, elle est liée au fait que son mouvement va s'aimer un peu partout dans la Caraïbe, dans les Amériques, en Afrique, en Europe, jusqu'en Océanie, avec des chapelles qui vont être créées, qui vont se revendiquer de l'UNIA maison mère, et qui par la suite vont connaître différentes scissions. Mais le mouvement de Garvey est vraiment celui qui va essaimer le panafricanisme, ou le garvéisme, on peut le dire de cette manière-là, à l'échelle mondiale et globale. Alors, les objectifs de l'UNIA ? Alors, les objectifs de l'UNIA, c'est poser la question donc du rapatriement et de la libération du continent africain, de la dignité des peuples noirs, donc des peuples nègres, comme on disait à l'époque, partout où ils sont, donc être fier de son histoire, être fier de son identité, fier de sa couleur, sortir de la désaliénation, penser à un Dieu de notre couleur, donc un Dieu noir, et revaloriser vraiment tout ce qui est lié à l'histoire de l'Afrique. C'est également mettre en place des outils économiques. Donc vraiment la question de l'indépendance économique, elle est centrale pour Garvey, puisque ce qui l'a vraiment choqué, c'est voir les conditions dans lesquelles les Noirs étaient exploités partout dans le monde. Et donc pour lui, il s'agit vraiment de bâtir un empire économique, industriel, politique
commerciale et militaire. Et à la différence de Dubois, Garvey inquiète les autorités américaines. Il est arrêté en 1922. Alors pourquoi inquiète-t-il les autorités américaines? Alors il inquiète les autorités américaines parce que ses projets touchent aux intérêts américains et colonialistes. Il veut notamment mettre en place une compagnie de navigation maritime pour permettre aux hommes d'affaires, effectivement, pour permettre aux hommes d'affaires afro-américains et caribéens d'être indépendants des réseaux commerciaux occidentaux. Il met en place donc des usines, des restaurants, toute une infrastructure politique avec des vrais ministères qui lui permet également de redonner de la fierté et du pouvoir économique aux Noirs américains. On est aussi dans l'époque où il y avait ce qu'on appelait le Black Wall Street, c'est-à-dire des lieux où il y avait toute une richesse, un pouvoir économique noir qui était très impressionnant, dans le contexte d'une Amérique qui était encore très ségrégée, où le Ku Klux Klan était très présent. Et donc Garvey, en fait, il remet en cause tout ce système-là et il montre aux Noirs qu'il est possible de s'autodéterminer sans avoir à être dans la dépendance du pouvoir américain. Puis surtout, il a ce projet beaucoup plus solide de rapatrier au Libéria des dizaines de milliers de familles en mettant derrière ces familles un pouvoir économique, c'est-à-dire vraiment fonder des entreprises, développer des fermes agricoles, des pharmacies, des commerces, etc., qui auraient fait du Libéria un lieu depuis lequel la libération du reste du continent africain vis-à-vis du colonialisme aurait été possible. Donc c'est quelqu'un qui gêne énormément les différents milieux qu'il approche et qu'il affronte. Oui. Et c'est aussi quelqu'un qui crée beaucoup de jalousie au sein même de la communauté noire américaine et caribéenne. Est-ce que là, on sent vraiment par rapport à Blyden, à Dubois, vraiment une différence et que Marcus Garvey est une icône pour certains du panafricanisme? Oui, mais il fait tout pour le devenir, puisque à travers les entreprises qu'il mène, il les personnalise d'une certaine manière, il les incarne. Et puis surtout, il est effectivement la cible numéro 1 du pouvoir américain. C'est quand même la première cible de ce qu'allait ensuite devenir le FBI avec John Edgar Hoover. C'est sur Garvey que le Federal Bureau of Investigation a lancé, on va dire, ses bases. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment il a été notamment arrêté pour une question de fraude fiscale. C'est souvent pour ça que beaucoup de ces figures-là tombent, qui étaient liées notamment à sa compagnie, la Black Star Line, où on l'accusait d'avoir inventé des faux titres de propriété de souscription et d'avoir monté une sorte d'arnaque. Donc il va être suivi à ce moment-là et il va être arrêté au pénitencier d'Atlanta, puis en 1927 il sera expulsé depuis la Nouvelle-Orléans vers la Jamaïque, où arrivé en Jamaïque, il va beaucoup embêter l'establishment local en tentant de relancer l'UNIA, et donc le milieu politique jamaïcain va se liguer contre lui, ce qui va l'amener finalement à s'exiler un peu plus tard en Angleterre, tout en tentant de relancer son entreprise au Canada. Et en 1940, il va mourir dans des circonstances assez tristes et assez tragiques. Mais sa figure, sa mémoire vont continuer à rester présentes à travers les entreprises qu'il a fondées, à travers l'UNIA, puis à travers l'un des mouvements qui va s'inspirer de lui, le mouvement Rastafari, qui apparaît en 1930 au lendemain d'une de ses prophéties. Alors justement, pourquoi est-il considéré comme un prophète par les adeptes du mouvement Rastafari, d'où son surnom Moïse en français, ou de Black Moses, le Moïse noir? Tout simplement parce qu'au moment où il est expulsé de Nouvelle-Orléans vers les États-Unis, donc il y a tous ses fidèles qui l'ont accompagné jusqu'au port, qui pleurent en le saluant et en le voyant partir. Et il fait une prophétie, il reprend un psaume de la Bible qui fait référence à l'Éthiopie et au fait que lorsqu'un roi sera couronné, il faudra se placer sous sa protection, tendre ses mains vers l'Éthiopie, parce que de là viendra notamment le salut de Dieu. Et donc 3 ans plus tard, lorsque Rastafari, régent, est couronné roi des rois sous le nom d'Haïlé Sélassié, pour tous les disciples de Garvey, le couronnement de Haïlé Sélassié est la réalisation de la prophétie de Garvey vis-à-vis d'un territoire, encore une fois l'Éthiopie. On peut se rappeler de ce qu'on avait dit sur l'éthiopianisme la semaine dernière, qui incarne énormément d'espoir pour les Noirs de la diaspora. Donc Garvey apparaît à ce moment-là comme effectivement le prophète, celui qui a prophétisé l'avènement de Haïlé Sélassié, le Dieu vivant, le Dieu sur terre, le Dieu des Rastas.
Hamzat Boukari Yabara, Marcus Garvey tente d'implanter son organisation l'UNIA au Libéria et cela ne se passe pas très bien. Racontez-nous. Oui, effectivement. Alors, le projet de Garvey était de rapatrier à peu près 50 000 personnes au Libéria. Et donc, il envoie des missions préparatoires, des missions d'expédition préparatoires pour un peu tâter le terrain, voir quelle est la situation sur place. Donc, il ne s'agit pas d'un projet sorti de nulle part où on prend le bateau, on rentre en Afrique, etc. Non, on envoie d'abord des éclaireurs pour contacter les autorités locales, pour faire des missions de terrain, pour voir surtout ce dont les populations sur place ont besoin. Donc, on n'est pas dans le projet de Blyden qui part tout seul et qui dit aux gens « venez ». On est vraiment dans l'idée qu'on envoie d'abord des gens préparer le terrain. Et une fois que le terrain est préparé, on sélectionne les personnes aux États-Unis dont les compétences vont servir à développer le Libéria. Donc, il y avait vraiment un projet très bien pensé, très intéressant, très intelligent. Ce qui va se passer, malheureusement, en termes de difficultés, c'est que le président libérien de l'époque, président King, va être averti par les autorités consulaires et diplomatiques américaines, mais également britanniques et françaises, que Garvey est un homme dangereux. Parce que Garvey se faisait appeler le président provisoire de la République d'Afrique. Et donc, on va lui expliquer qu'en fait, Garvey a pour ambition de s'emparer du Libéria pour en faire sa propriété privée, etc. Donc, on va construire toute une propagande négative autour de Garvey qui va effrayer le président libérien et va être d'autant plus effrayé que la Firestone, donc la puissante compagnie américaine qui exploite les virailles de caoutchouc, va mettre également son veto à la venue de Marcus Garvey en Afrique. Donc c'est un élément important puisque Garvey est connu comme le partisan du Back to Africa, le retour en Afrique, mais lui-même n'a jamais été en Afrique. Oui. Il n'a pas été, ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu aller en Afrique, mais c'est parce que les autorités coloniales françaises et britanniques et américaines ont tout fait pour qu'il ne mette jamais les pieds lui-même sur le continent africain. Ouais. Donc ça, c'est un élément... Déjà, les autorités coloniales françaises et britanniques avaient très peur de lui. Oui, tout à fait, puisque quand on parle du Libéria, on parle d'un territoire qui est limitrophe avec la Sierra Leone ou la Guinée, donc qui sont faites des colonies françaises et britanniques. Et donc, on se doute bien que si Garvey arrive sur le Libéria, il va pas rester dans un tout petit bout du continent africain. Il avait déjà des partisans répartis un peu partout sur le continent africain, puisqu'il y avait son journal, le Negro World, qui circulait dans tout l'océan Atlantique, de manière clandestine, puisque le journal a été interdit par les autorités françaises aux alentours de 1922. Il avait également des émissaires qui étaient partis au Congo, qui avaient été accusés de fomenter des troubles. Donc, dès qu'on entendait le nom de Garvey dans les chancelleries occidentales, on s'inquiétait. D'autre part, on va également utiliser Du Bois pour, d'une certaine manière, contrecarrer Garvey et en mettant plutôt en avant Du Bois, qui est vraiment un intellectuel, quelqu'un qui est propre sur lui, qui est diplomate, qui fait partie de l'élite, pour, d'une certaine manière, contrecarrer tout projet de Garvey en disant ben voilà plutôt le type de personne avec lesquelles vous devriez traiter Du Bois, qui lui n'a pas de vision hégémonique sur le continent africain. Et donc, c'est un élément qui explique effectivement l'échec de ce projet de retour au Libéria qui avait été pensé par l'UNIA, qui devait être organisé avec les bateaux de la Black Star Line, qui aussi vont connaître tout un ensemble de péripéties, puisque ces bateaux vont être des bateaux d'occasion achetés par Garvey, donc souvent escroqués, donc achetés plus cher qu'ils ne le valaient, qui au départ faisaient des croisière dans la Caraïbe, donc c'était un événement quand le bateau de Garvey arrivait à Panama, les gens se pressaient sur les quais, mais les bateaux vont commencer à connaître des avaries et l'entreprise va faire faillite tout simplement parce que Garvey était victime de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des surfacturations. Donc il fallait couler son empire économique et on va utiliser en fait tout ce qu'il tentait de faire pour le couler. Il y aura également des éléments de mauvaise gestion de son côté, mais je pense que c'est important de montrer à quel point il a été combattu et politiquement et économiquement et quelque part aussi militairement quand on regarde aussi les projets de légions panafricaines qu'il voulait mettre en place.
et qu'il voulait également lancer au moment de la guerre d'Éthiopie en 1935. Il était craint par les autorités coloniales de l'époque, françaises, britanniques, par les États-Unis, par les autorités fédérales américaines également, mais sur le continent africain, l'influence de Marcus Garvey grandit à partir des années 20. Oui, elle grandit énormément. On le voit à travers donc le fameux drapeau de Garvey, donc le rouge, vert, noir, qui, de manière assez intéressante, sont des couleurs qu'on retrouve dans les drapeaux des pays d'Afrique de l'Est. Autant le jaune, vert, rouge sont des couleurs qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, autant les couleurs de Garvey sont des pays qu'on retrouve beaucoup dans les pays d'Afrique anglophone. Oui. Et c'est lié justement à cette influence qui date déjà des années 20-30, qu'on retrouve au Kenya, qu'on retrouve en Afrique du Sud, dans la Tanzanie actuelle, etc. Alors, quelle est l'influence de Marcus Garvey auprès de leaders en construction à l'époque, des gens comme Nkrumah ou d'autres leaders africains? Est-ce que vraiment il a laissé une empreinte, vraiment une trace très très importante, une influence importante? Oui, alors l'influence très importante est beaucoup liée à sa seconde épouse, Amy Jacques Garvey, qui en fait réunit tous les discours et les pensées de Marcus Garvey, Philosophy and Opinion of Marcus Garvey, qui a été le livre de chevet de Kwame Nkrumah, qui fera plus tard la synthèse entre Dubois et Garvey. Oui. On sait aussi, par exemple, que le père de Malcolm X était membre de l'organisation de Marcus Garvey. Donc, Malcolm X a grandi dans un univers, un milieu imprégné de l'idéologie garveyiste. Puis, on sait aussi que beaucoup de mouvements des années 30, au-delà du Rastafari, vont aussi s'appuyer sur des personnes qui ont été formées chez Marcus Garvey, notamment les mouvements féministes noirs de l'époque, panafricanistes noirs de l'époque. Également un mouvement comme Nation of Islam a quelque part des liens avec Garvey, puisque Garvey aussi avait une vision très particulière de la religion et de l'organisation religieuse et de la discipline religieuse. Je pense que c'est des éléments très importants à souligner. Et enfin, évidemment, les liens avec l'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui tire une grande partie de son prestige du fait que il va être relié à Garvey par tout le mouvement Rastafari qui va le populariser. Est-ce qu'il y a aussi une influence auprès, par exemple, de militants? On verra dans une autre partie, des militants, par exemple, du Black Power, militants américains plutôt radicaux. Oui, alors Malcolm X, j'en ai parlé très rapidement, effectivement. Stokely Carmichael également va s'inspirer de Marcus Garvey. Côté francophone, c'est plus réduit. Déjà dans les années 20-30, il y avait un leader originaire du Bénin actuel qui s'appelait Kojo Tovalu Wenu, qui avait beaucoup été influencé par Marcus Garvey, mais qui finira, assassiné dans une prison au Sénégal. Donc, Garvey, d'une certaine manière, a laissé, je dirais, beaucoup d'influence, beaucoup de disciples, et son mouvement d'ailleurs est toujours vivant. Oui, L'UNIA continue à fonctionner. Il y a toujours des biens qui appartiennent à l'UNIA. Toujours des personnes qui s'en revendiquent de manière aujourd'hui encore sur le continent africain. Sur le continent africain, oui. Oui, à travers notamment des projets pédagogiques, des projets éducatifs. Je pense par exemple à la famille Dja au Bénin qui a créé tout un système d'agroécologie. Donc c'est vraiment, je dirais, dans ces rapports au développement endogène et à la construction, je dirais, de projets d'autonomisation économique que Garvey a vraiment laissé des influences assez concrètes et assez tangibles. Merci Hamzat Boukari Yabara, vous êtes l'auteur, rappelons-le, de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte.